Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi en ce début d'année 2023 de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 132e épisode aujourd'hui. Et avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais revenir sur l'actualité qui a été la mienne sur cette fin d'année puisque jusqu'au dernier jour de cette année 2022, j'ai couru. Il y avait un dossard du côté de Bonneval, mon village natal, avec une corrida, 6 km 600, 3 tours à parcourir, des montées, des descentes, un vent de fou, beaucoup moins de participants dans le peloton que les années précédentes, mais une belle densité et pour finir l'année, c'est avec une belle satisfaction puisque les allures que j'ai pu mener sur les 10 km au mois de novembre se sont vérifiées sur ce mois de décembre avec, il faut l'avouer, une période qui n'est pas simple, la période entre les fêtes avec ces 2 repas de Noël et du Nouvel An. Il fallait quand même avoir de la motivation comme mes autres camarades coureurs pour accrocher un dossard sur ce dernier jour et sur ces foulées qui offrent de belles perspectives pour l'année 2023. Et suite à l'épisode 131 consacré à mon bilan de l'année 2022, mais aussi aux perspectives de cette nouvelle année, quels seront mes objectifs à venir, vous avez été nombreux à me transmettre votre bilan, mais également vos objectifs pour cette année nouvelle. Alors j'ai vu passer du semi-marathon du côté de Paris, du marathon du côté de Valence, mais également du côté de Saumur. Pour ma part, oui, je vais allonger la distance, mais je vous l'ai dit, ce sera capé à la limite du semi-marathon. Alors je suis en train de regarder un petit peu comment agencer mon agenda familial et mon agenda sportif de façon à ce que tout ça puisse rentrer en synergie et par la même occasion découvrir de nouvelles destinations, de nouvelles courses auxquelles je n'ai jamais pris part jusqu'à présent. Ce remplissage du calendrier, c'est un peu comme une liste que l'on fait au Père Noël avec un certain nombre de compétitions. Je ne ferai peut-être pas toutes celles que j'ai ancrées sur mon agenda, mais c'est important de les noter pour se donner un cap tel que je l'avais fait à partir du mois d'avril avec quasiment une course chaque mois. Certaines étaient des courses mineures, d'autres étaient des objectifs majeurs, mais ça m'a permis d'avoir quand même beaucoup plus d'entrain, d'envie, de motivation à l'entraînement parce que je savais qu'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines après, il y avait un dossard. Et même sur cette dernière course à Bonneval où je n'avais aucun objectif, le simple fait de prendre la ligne de départ, de se dépasser, d'aller batailler avec des camarades sur des montées, des descentes avec un rythme relativement soutenu parce que la corrida, c'est 6 km 6, c'était quand même assez rapide. Ça fait un bien fou et c'est ça que je vous incite à faire. Osez prendre un dossard et allez vous confronter aux autres, déjà à vous-même, mais vous prendrez beaucoup de plaisir. En tout cas, ça a été mon cas. 2022 aura été productif sur le plan des courses. Alors dites-moi combien vous avez prévu de compétitions pour l'année à venir. Quels seront vos challenges, vos objectifs majeurs pour cette année 2023 ? Le sport est-il un moyen d'intégration ? C'est la question posée à mon invité du jour, Mohamed Serbouti, plus communément appelé Momo, et que j'ai eu le plaisir de croiser lors des Foulées du Gois en juin 2022 du côté de Noirmoutier. Arrivé très jeune en France, en provenance du Maroc, avec sa famille, Momo est installé depuis toujours dans ce département qu'il affectionne, à savoir la Sarthe. Il travaille aujourd'hui à la Maison des Sports en tant qu'intervenant pour la jeunesse. Passionné de football, et il aura vibré pendant toute cette Coupe du Monde au Qatar, Momo a très rapidement délaissé les terrains en herbe pour le bitume, les pistes d'athlétisme et les terrains boueux du cross. Avec un fort potentiel, Momo est rapidement repéré, recruté et va connaître une belle carrière sportive, le conduisant même jusqu'au titre de champion de France du 10 000 mètres. Il a à son palmarès de nombreuses sélections en équipe de France. Ce passionné de course à pied est ambassadeur de la marque
Adidas depuis plus de 20 ans. À 50 ans passés, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait courir Mohamed Serbouti ? Eh bien, c'est ce désir de partage, de transmission qui l'anime. De par sa volonté d'accompagner la jeunesse, Momo vient de mettre en place une structure, un club qui s'appelle Inaya Athlétisme du côté du Mans, au sein duquel il accompagne de jeunes sportifs, mais également des athlètes en devenir à développer leur potentiel. Celui que l'on surnomme le renard dans les pelotons est avant tout un athlète, un compétiteur et un homme au grand cœur, capable de fédérer, d'encourager, d'animer une manifestation. J'ai pu m'en rendre compte du côté du Gois où la course de Momo était à 13h, il est resté jusqu'à 18h30, 19h pour encourager tous les concurrents, tous les sportifs qui franchissaient la ligne. Donc un grand merci à toi Momo pour cet échange que nous avons pu avoir. Moi je vous laisse en compagnie de Momo Serbouti, alias le renard. Transmission, jeunesse et partage, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Momo, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Premier invité de l'année 2023, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui après notre entrevue du côté de Noirmoutier et de ses foulées du Gois en juin dernier. Comment vas-tu Momo ? Bonjour déjà, une part, et puis j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Ça va très très bien de mon côté, très bien. Et puis le temps il est correct en ce moment, ça va. Alors Momo, je vais te laisser te présenter parce que tu es une personne qui, dans le milieu de l'athlétisme, compte. Les auditeurs veulent savoir qui est ce Momo Serbouti que j'ai eu plaisir de côtoyer du côté de la Vendée. Déjà d'une part, je m'appelle Mohamed Serbouti, je suis originaire marocain, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter parce que par le problème de la langue, c'est vrai quand on parle pas la langue, c'était un peu plus difficile de s'exprimer et puis de se dévoiler. Puis avec le temps, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont pu m'épauler, que ça soit des maîtresses, des profs, des tout, et puis un entourage qui m'a permis après de me mettre en confiance et puis de réussir un peu, si je puis dire, mon intégration, et puis adopter cette France, l'aimer, la comprendre, et puis aujourd'hui lui apporter aussi, comme elle m'a apporté, lui renvoyer son sœur. C'est ce que je fais aujourd'hui, et voilà, c'est ça. Un peu ambassadeur chez Adidas, ambassadeur avec le département, ambassadeur au club élite, un peu dans tout ce que je peux entreprendre. J'essaye d'apporter un peu mon savoir, et puis que ma carrière me sert aussi, mon expérience, et puis faire une passation, puis surtout apporter mes conseils. Alors, tu as dû être partagé sur ces dernières semaines entre le beau parcours du Maroc et le parcours de la France également. Tu avais quel maillot lors de la demi-finale ? J'étais partagé. Après, sincèrement, mon cœur était pour le Maroc, tout simplement parce que le Maroc, l'exploit qu'il a fait, il a écrit une histoire. Et voilà, voir mon pays émerger comme il a fait, avec tous les années qu'il a pris, on peut le dire, des claques, passer que le premier tour et puis après rentrer à la maison. Ça, c'est une première. Après, la richesse et puis où j'étais très heureux, c'est que voir mes deux pays préférés, le Maroc et la France, se retrouver, se confronter. Déjà, d'une part, c'est une belle histoire. Ça permet aussi de passer un message parce que l'affiche, elle était vraiment exceptionnelle et puis riche. Sur le plan, comme on dit, échange, les deux communautés s'entendent, et vivre en commun, vivre ensemble, c'est un message au niveau de l'immigration qui passait bien, quoi. Alors tu le disais, on avait échangé Momo juste après le match donc du Maroc contre la Belgique qui était déjà un exploit en soi, et tu m'avais dit je les sens bien, il y a des valeurs et il y a une belle équipe. C'est des valeurs que tu partages, cette solidarité, le fait d'aller au combat, c'est des choses qui t'animent aussi? Oui, parce que je m'y retrouve tout simplement parce que quand on a des origines comme les nôtres, on a une façon de voir les choses, on est très combatif, on est tout ça, c'est-à-dire que on vient de loin, on est déraciné, on a tout ça, et on a tous ces aspects-là qui fait que on a envie de se battre dans la vie. Et puis
on n'est pas en France. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, je suis un pratiquant. Si Dieu nous a donné la chance d'être ici et de s'en sortir et d'être dans les meilleures conditions, c'est pas pour s'endormir et baisser les bras, c'est justement pour retrousser les manches et se battre et être combatif et aller de l'avant. Et c'est ce que ces Marocains, ils ont décrit comme message. C'est-à-dire que si on regardait bien, ils portaient un surnom, c'est le lion. Et c'est pas un hasard si ils combattaient comme un lion et tout ça. Ils avaient une rage, mais une rage dans le bon sens, quoi. C'est mesuré. C'est pas une rage, voilà, disons dans une vengeance, ça, c'est une rage plutôt mesurée dans le sens que voilà, ils montraient que pendant des années, ils n'étaient pas à ce niveau-là, mais qu'avec une équipe aussi collective, une ambiance, surtout solidaire, où ils s'entendaient entre le staff, entre les athlètes, où le message était compris et ils sont tous partis dans la même optique et dans le même objectif. Et vous voyez, quand un collectif est soudé et homogène, voilà ce que ça peut apporter. Ben, ça a donné une réussite comme le parcours qu'ils viennent de faire. Alors, est-ce que toi, tu as joué au foot avant de briller avec les crampons aux pieds? Est-ce que tu as été un pratiquant de ce ballon rond dans ta jeunesse, hein, peut-être avant d'être arrivé en France ou lors de tes plus jeunes années? Bah moi, tout simplement, c'est que je suis un passionné du foot. Vous voyez, je vais te surprendre, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, je fais de la course à pied, de l'athlétisme, mais sincèrement, il y a 30 ans, on m'aurait dit tu fais de la course à pied, c'était un mot qui me frôlait pas, puis que c'était pas possible, quoi. Moi, j'aimais pas trop courir. C'est vrai, c'est bizarre, mais c'est comme ça. J'aurais jamais mis une pièce sur ce que j'ai fait comme parcours en course à pied. Je suis passionné du ballon, je le sais encore aujourd'hui. Et voilà, j'aime le ballon. J'aime toucher le ballon, le tripoter, faire des petits gris-gris, comme on dit, hein, une façon de parler, avec et tout. J'aime bien. Et je suis un passionné du foot. Je regarde beaucoup les matchs. Je suis beaucoup les matchs, la Ligue des Champions, tous les matchs qui peuvent se passer en France, à l'étranger, en Afrique. Je suis beaucoup ça. Et j'ai joué, pendant 7 ans, dans la ville où j'étais, quand je suis arrivé en France. C'était Mamers. C'est une ville qui est à 50 km du Mans, qui est dans la Sarthe, et dans le nord de la Sarthe. Et j'ai joué parce qu'ils étaient au niveau 4e division. C'était un club où ils étaient en 4e division. J'ai joué avec ce club-là pendant 7 ans. Alors, comment tu as fait tes premiers pas en course à pied? Tu as délaissé le foot, qui est pourtant une de tes passions. Bah, tout simplement, c'est que ça a été, c'est une anecdote un peu particulière. C'est que ça a été un hasard. Après, le hasard n'existe pas. C'est que c'était écrit qu'il fallait que, voilà, je passe par ces étapes-là pour arriver à ce sport et cette discipline et cette passion aujourd'hui que j'ai découvert, que j'ai aimé, puis qu'aujourd'hui je savoure et puis je regrette pas. Tout simplement, c'est que j'avais un prof de PS qui était passionné de la course à pied, qui était mon prof de PS, Gérard Sauvager, et puis qui habite à côté de la ville Mamers, qui est à peu près à 40 km du Mans. Et puis il est venu un jour, un mercredi, je m'en souviendrai toujours, un mercredi après-midi. J'étais devant la télé et c'est vrai, ça va faire rire un peu les personnes, mais je regardais Goldorak. Et voilà, j'étais en face à la télé, assis sur le canapé, je regardais Goldorak. Et je me souviens toujours, ma mère, ça frappe à la porte, ça sonne. Puis elle me dit en arabe, va ouvrir, je sais pas qui c'est. Puis je lui dis ouais, puis elle me répète 2 fois, va ouvrir, il y a quelqu'un qui sonne. Et puis là, je vais ouvrir. Et là, quand j'ouvre la porte, je trouve qui en face de moi? Le prof de PS qui vient me voir et qui me dit voilà, il y a ton ami, c'était un camarade d'école où on était vraiment comme des frères. On se quittait jamais, on s'assuyait jamais, on faisait tout ensemble. Et puis on jouait au foot ensemble, moi et lui. Et en plus, il courait. Puis pareil, c'est passionné de la course à pied, par contre, plus que moi. Et puis ce jour-là, il tombe malade. Il devait faire les championnats régionaux UNSS. Il tombe malade. Et moi, ce prof d'EPS est venu me chercher pour le remplacer. Parce que si je le faisais pas, on allait avoir une finalité, on n'allait pas après faire la suite les championnats interrégionaux. Et puis moi, j'étais pas très chaud. Et puis ma maman, elle avait entendu. Et là, elle arrive derrière, elle me met une petite tape sur la tête et elle me dit, dis non, moi, j'ai pas envie de te voir rester devant la télé. Tu vas suivre le monsieur et tu vas aller, ça va te bouger. Et j'ai pas envie que tu restes là, ça va te faire du bien. Et puis elle m'a un peu grondé en me disant voilà, fallait que j'arrête d'être devant la télé, que ça me ferait du bien et tout. Et puis suite à ça, elle m'a un peu boosté, je l'ai suivi et voilà, et j'ai fait 3e au championnat régionaux. Sans jamais avoir couru auparavant. Enfin, t'avais jamais fait de course. Sans jamais avoir couru. Tout ce que je faisais, c'était les crosses du collège comme tout le monde, hein. Voilà, je faisais ça et puis le foot, c'était ça moi. Alors que tu vois, la passion est arrivée après.
Et après, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu que j'étais doué, il a eu le nez fin, c'est qu'il m'a dit, on va faire un truc. Lui, il tenait un club à Mamers, il était prof de PS, en plus, il était entraîneur dans ce club. Et il m'a dit, tu vas venir dans le club. Et moi, je lui ai dit non. Et puis, il est venu pendant 5 fois me répéter, insister. Il m'a dit, écoute, on fait un truc. Moi, on te paye la licence, on te prend en charge. Tout ce que tu as à faire, c'est venir au club, tester, passer une année avec nous, et puis tu vois. Puis dans 6 mois, si ça te plaît pas, bah t'arrêtes. Et puis on a trouvé ce compromis. Je me suis mis ce défi, puis mes parents, mon père, tout ça, il m'a dit, mais tante, pourquoi t'es débuté comme ça, t'es buté, tante et tout. Et j'ai dit ok. Puis après, je faisais la course à pied, le foot, je faisais les deux pendant 2 ans. Je faisais une mi-temps la veille, le lendemain championnat. Bon, c'était pas toujours simple parce que musculairement, la récupération c'était compliqué musculairement. Je le ressentais, mais voilà. Et puis j'ai réussi à faire ça. Et puis à un moment, au bout de 7 mois, j'ai pris une conscience que allez, on se concentre sur la course, je tente. Je voyais que les matchs, voilà, c'était pas toujours ça. Et puis l'ambiance au foot commençait un petit peu à se dégrader. Certaines personnes, ça allait plus entre nous, tout ça. Et puis là, c'est comme si le destin m'avait amené cette cause-là pour me booster vers la course à pied. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'hiver avec eux, la saison de cross sérieusement. Et là, je suis parti, j'ai réussi à me qualifier aux France, alors qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui s'est qualifié aux France. Et j'arrive aux France, j'étais espoir, et là, je fais champion de France espoir à Brumath, avec ce club-là. La première année que j'ai signé avec eux. Donc là, il y avait ce potentiel en toi qui s'est totalement révélé. Qui Donc s'est révélé, ouais. Le prof de PS a eu le nez fin, en effet. Ah oui, parce qu'il a assisté et tout, et puis il regrette pas. Puis quand j'en parle aujourd'hui avec lui, avec le recul, il m'a dit, mais moi, je le savais dès le début, quand je t'ai vu faire la première fois les championnats régionaux NSS, quoi. Il m'a dit, tout le monde autour de la région Pays de Loire, tous les clubs, me disaient, mais il faut pas le lâcher, ce jeune-là. C'est parce qu'il y a eu des gens derrière, des profs d'EPS qui étaient dans des clubs, que ce soit Angers, à Nantes, qui l'ont encouragé, qui lui ont dit, le lâche pas. C'est comme ça, après, il m'a révélé les choses avec le temps. Quel a été le regard de ton papa et de ta maman suite à ce premier titre de champion de France espoir? Il devait y avoir une fierté. Mon papa est très fier. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que lui, il est venu en France sincèrement pour nous. Parce que bon, il avait un travail là-bas, il était gendarme de métier, et il était en train de passer ses examens. S'il serait resté là-bas, il serait un adjudant en gendarmerie. Et voilà. Et puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour nous, pour que nous, on ait des études, qu'on s'en sorte bien, qu'on soit dans les meilleures conditions. Il l'a fait pour nous. Alors l'effet que moi j'ai eu ce titre, pour lui, c'était une satisfaction. Pourquoi? Parce que lui, il avait une éducation, c'est que il nous répétait chaque fois et il nous rabâchait tout le temps ça, c'est qu'il nous disait, moi, je veux pas entendre de bêtises, je veux pas entendre d'histoire, que ce soit avec la police, avec ça ou avec des différents de ça. Je veux que vous me présentez une bonne image et vous soyez des enfants bien élevés. Si moi je me bats, je suis venu pour vous, vous me renvoyez l'ascenseur. Alors vous restez tranquille, vous restez droit dans le chemin et que vous me montrez une image digne. Et c'est et voilà. Et lui, pour lui, l'effet que j'ai eu ce titre et que je travaille mon image et que je commence à devenir quelqu'un, pour lui, ça a été voilà. C'était le renvoi de l'ascenseur par rapport à ce qu'il voulait, par rapport à l'éducation qu'il nous donnait. Tu parlais, Momo, tout à l'heure d'intégration. Est-ce que dans ta jeunesse, une fois arrivé en France, tu as eu quelques désagréments, quelques soucis justement dans cette différence, hein, un jeune qui arrive du Maroc pour s'intégrer à la communauté française, est-ce que ça t'a valu quelques soucis, quelques désagréments? Alors je dirais, moi ça fait 45 ans que je suis en France. Je dirais, moi qui a parcouru, qui a aimé cette France, qui l'a essayé de chercher à la comprendre et qui l'a beaucoup et qui l'analyse encore aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance par le haut niveau de la course à pied de voyager partout. Ce que je puisse dire, c'est que voilà, après, des confrères seraient d'accord avec moi ou pas d'accord, on sera partagé. Mais c'est que en France, on est quand même dans un pays, voilà, il y a le racisme, mais c'est pas une une grosse minorité, c'est une petite minorité. Après voilà, faut passer au-dessus. Moi, ce que je peux dire, je réponds à ta question, c'est que quand je suis arrivé dans les années 1971, j'ai pas eu de souci là. C'est à partir des années 85-90 où le racisme il a commencé. Là, moi j'ai commencé à le voir, à le percevoir. Là, j'ai commencé à voir des petites remarques. Ça a jamais pris une ampleur grave ou ça a été loin dans la violence, tout ça.
Ça a été plus verbal, des remarques verbales, oui, j'ai eu ça, notamment dans le foot. Quand je joue au foot, j'ai eu ça. Quand j'ai pu faire du sport de combat, j'ai eu ça. Mais par contre, pas dans la course à pied. C'est ça qui m'a peut-être plus aussi attiré tout ça. C'est que ce que j'ai ressenti dans la course à pied, et alors que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, oui, j'ai eu ça aussi. J'ai eu des égarements comme ça, verbal aussi, des remarques et des insultes des fois, ça arrivait. Par contre, dans la course à pied, non. Ce qui est extraordinaire, c'est que la course à pied, c'est très diversifié dans les origines. Personne ou jamais je n'ai entendu parler de religion, de ça. C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle parle que du sport, de l'événement et de la course que tu as. C'est-à-dire que je pars du principe que tout le monde va faire le même effort à son niveau. Tout le monde va se battre, va chercher atteindre son objectif. On se bat de la même manière, on va souffrir de la même manière, mais à son niveau. Et tu ressens pas cette différence. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette discipline. Elle donne des valeurs. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui, quand je dis que le sport c'est l'intégration. Le sport c'est l'intégration. Et c'est vrai. Quelqu'un qui va être sportif, il va rentrer dans des valeurs d'éducation, il va rentrer dans des règles, il va rentrer tout ça, ce qui fait qu'il est obligé de rentrer dans ce moule-là, dans un protocole où il va être obligé de s'éduquer. Voilà. C'est pour ça que c'est riche le sport par rapport à ça. Alors de ce sport qui t'a tendu les bras, la course à pied, avec ce premier titre de champion de France junior, comment tu as évolué, comment tu as cheminé par la suite? Est-ce que tu as changé de club? Est-ce que tu as intégré d'autres structures? Comment le jeune Momo, jeune champion de France, a pu justement évoluer? Bah, tout simplement, c'est que j'ai évolué, ouais, parce que le club où j'étais à ma mère, il pouvait pas m'apporter plus, il pouvait pas aussi l'entraîneur, il était limité, il pouvait plus m'apporter une chose et voilà, son savoir il s'est limité, il s'arrêtait là et puis moi si je voulais évoluer et atteindre le haut niveau puis surtout exploiter mon potentiel, et ben ce qui s'est passé c'est que c'est Dominique Chevalier qui est venu me chercher. Dominique Chevalier a créé l'ESA 72. C'était Jean-Marie Jevaux qui était député de la Sarthe, qui a été aussi président du département, qui a été mon patron par la suite du département. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté des moyens financiers en disant à Dominique, faut que tu me crées un grand club. Et il nous a soutenus financièrement avec la région pour que justement on puisse créer. Et puis la ville de La Flèche, ce club qui s'appelait 72 où Dominique voilà est venu me chercher et c'est dans ce club là que j'ai évolué, que je suis devenu vraiment un athlète de niveau et lui m'a apporté après son soutien à la fois sur le plan management, me faire découvrir des courses, me faire passer un potentiel, surtout me pousser vers le haut niveau parce que lui il était déjà dedans, il connaissait et c'est comme ça que je suis devenu voilà international grâce à lui. En termes d'activité professionnelle, qu'est-ce que tu as fait en parallèle? Est-ce que tu étais dédié 100% à la pratique de la course à pied avec ton statut d'athlète de haut niveau ou est-ce que tu menais en parallèle des études pour occuper un poste, une fonction au quotidien? Parce que des athlètes qui vivent de leur sport, il n'y en a pas énormément. Bah moi, je travaillais au département. Je suis rentré au département de la Sarthe grâce à Jean-Marie Jevaux, à Roland Duloir, qui était vice-président du Sénat, qui était président du département, et à François Fillon. Tous ces gens-là m'ont appuyé pour que voilà, je puisse, mais j'ai passé des formations pour que je puisse voilà couvrir mes arrières. Parce que comme tu l'as dit, tu as bien résumé, c'est que la course à pied, c'est pas, on vit pas comme certains sports, voilà. Et pour vraiment vivre, j'en ai vu, disons que j'en ai profité. J'ai gagné quand même dans la course à pied, mais voilà, ça ne pouvait pas assurer mes arrières et ma retraite et tout. C'était surtout ça. Il fallait absolument que j'ai un travail professionnel et que je rentre dans la vie professionnelle et puis j'assure mes arrières et je me cours. Et puis aujourd'hui, bah voilà, j'ai eu la chance de rentrer dans le département, d'évoluer. Au début, au département, je travaillais au cabinet du président. C'était un service qui était relié aux élus, plus dans la politique. Où là j'étais au service, je faisais toute la logistique pour les élus, pour leurs déplacements, les protocoles, les séminaires, les choses comme ça, ou les inaugurations, quand ils faisaient des démarches financières pour rénover des écoles, des stades, des choses comme ça. Voilà, c'était mon travail de mettre en place toute la logistique du protocole.
Puis surtout, j'étais chauffeur aussi des élus, sénateurs, députés, quand ils allaient au Sénat, quand ils se déplaçaient dans la région pour des réunions, pour des protocoles, des choses comme ça. Et j'ai fait ça pendant à peu près 14 ans. Et après, il arrive avec le temps. Un matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai voulu évoluer. C'est là que j'étais vers les élus, par exemple président du département, en lui disant que je souhaitais évoluer. Et comme nous, on a la chance d'avoir un service qui s'appelle le service des sports, c'est la maison départementale des sports, qui comprend 45 comités, qui est beaucoup lié sur les activités sportives auprès de la jeunesse et les UNSS, tout ce qui est activité sur le terrain, les quartiers. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Moi, c'était donner, partager. Et comme tu le sais, comme on avait échangé au téléphone, je suis quelqu'un qui fédère, qui aime ce côté-là, apporter, fédérer et surtout amener mes conseils. Et voilà, j'ai voulu aller vers ce service. Et puis maintenant, je travaille à la maison départementale des sports depuis 4 ans. J'ai été, changé de service et maintenant je suis heureux parce que maintenant, j'ai atteint mon objectif. Je vis ma passion à travers professionnel ou sportif, de ma passion sportive. On va revenir un petit peu en arrière, Momo, sur cette carrière sportive qui n'est pas terminée. Tu brilles encore par les courses auxquelles tu prends part et justement les chronos que tu affiches. Mais quelle a été finalement tes plus belles courses, tes plus beaux titres, si on remonte quelques années en arrière? Alors le plus beau, oui, j'ai eu le déclic. Pourquoi le déclic? Et puis j'étais fier de l'avoir ce titre-là parce que d'une part c'était champion de France du 10 000 mètres. Qui était tout simplement à La Roche-sur-Yon, c'est-à-dire dans ma région. Voilà, c'était ma région. Moi, j'étais fier de ma région. Moi, je suis très fier de mon département, de ma région. C'est pour ça que j'ai jamais voulu muter ailleurs, toujours rester dans ces deux villes-là. Et puis, chez moi. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup plus vraiment satisfait, c'est qu'il n'y avait pas d'absents. Tous les meilleurs Français étaient là. Si je donne un exemple, Abdallah Béhar, qui venait de faire 13-16 sur 5000, qui avait un gros vin, Sguir, qui avait fait 12-58 sur 5000, Driss Limer, Lassini, qui venait de faire 27-50 sur 10 000. Vous voyez, j'ai tapé des gens qui étaient vraiment très très forts, des personnalités, et franchement, j'aurais jamais aimé la pièce. J'étais parmi les favoris, mais de là à aller champion de France devant eux, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce jour-là, ça a été le déclic. Je me suis dit, allez, maintenant, je m'investis encore à fond et je vais aller chercher les Europes, le mondial, ce niveau-là. Et c'est comme ça que j'ai émergé après vers l'international. Alors, quelle a été ta première compétition à l'international avec le maillot tricolore sur les épaules? Quand tu entends la Marseillaise, ça doit frissonner un petit peu quand même. Ouais, ça frissonne. C'était si ma mémoire est bonne, ma première sélection, c'était à l'Ekiden, et c'était à Copenhague. Voilà, c'est ça. À Copenhague. Première fois que je porte un maillot tricolore. Déjà dans l'hôtel, c'était bizarre. Je réalisais pas. J'étais très ému d'ouvrir le sac et voir toute la tenue d'équipe de France. C'est bizarre, hein, quand c'est la première fois. Puis quand on la met, c'est encore mieux. Et après, entendre la Marseillaise, c'est encore autre chose. Et franchement, on a les larmes aux yeux quand on vit ça, la première fois. C'est-à-dire que mes 3 premières sélections, elles ont été très émues. J'ai vécu quelque chose. Déjà, je représentais un pays, tu représentes un drapeau, ça. Puis après, petit à petit, j'ai évolué. Et au fur et à mesure, je suis rentré dans et puis c'était aussi un moyen aussi de montrer aussi que quand on est maghrébin, qu'on adopte un pays, qu'un pays t'accueille, te donne la chance, il faut la saisir. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu prouver que j'étais le meilleur, oui, parce qu'après j'étais pendant 5 ans capitaine de l'équipe de France. Voilà, comme tu dis, ma façon de fédérer, toujours motiver les membres d'équipe de France, que ça soit chez les femmes, chez les mecs, voilà. J'étais toujours derrière eux. Quand il y en a un qui avait un coup de blues, je leur montais le moral. J'étais toujours le frère, le soutien, un peu ce côté-là. Et tu as toujours eu ce côté fédérateur. Ça se retrouve aujourd'hui, hein, dans tes paroles. Je t'ai vu
œuvré sur la ligne d'arrivée des foulées du Gois où tu encourageais et tu as été présent toute l'après-midi alors que ta course était à 13h. Ça, c'est en toi. C'est quelque chose qui te plaît, ça. Qui me plaît, puis c'est aussi c'est la demande aussi du comportement de chaque personne, que ça soit au travail, que ça soit hors du sport. Hein. Je le fais au quotidien parce que c'est dans mon caractère. C'est que je pars du principe que les gens aujourd'hui, on a beaucoup de gens aujourd'hui, et puis avec les années qui passent, et vu tout ce qu'on a vécu avec le Covid, avec tous ces événements qui sont négatifs, les gens, ils ont besoin d'être épaulés. Et on prend l'exemple, c'est la jeunesse aujourd'hui, ils manquent de repères, ils sont perdus. S'il y a des jeunes qui sont faibles, ils baissent les bras. Et derrière, moi, je perçois ça. Et quand tu as ça, et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de toujours penser matériel, argent. Il suffit juste d'aller donner une petite phrase, un petit soutien, juste reconforter quelqu'un, un petit geste, et la personne, elle est capable, vous êtes capable de la booster, et elle est partie pour un an. Et ça, par expérience, je l'ai fait à plusieurs reprises et j'ai réussi à donner des déclics à des personnes qui souvent étaient vraiment dans le effondrés, baisser les bras, qui croyaient plus en rien. Et il suffit juste d'une petite phrase. Et ça par expérience, et c'est pour ça. Et ça, je me suis dit, voilà, faut que je garde cette mentalité et ce comportement. Si ça peut aider les gens, tant mieux. C'est ce que je veux. Et moi, après, je suis satisfait. Momo a plus de 50 ans. Qu'est-ce qui te motive encore à courir? Toi qui as côtoyé les plus grands, tu me l'as dit, hein, en tant qu'ambassadeur chez Adidas, j'ai vu pas mal de grands sportifs. J'ai pu en côtoyer, échanger avec pas mal. Au niveau course à pied, de multiples titres, les sélections en équipe de France. Alors là, aujourd'hui, pourquoi tu sors encore les baskets? Tout simplement parce que je suis un passionné. J'aime courir. Déjà, d'une part, il y a deux choses aujourd'hui qui me motivent encore et qui m'encouragent. C'est parce que je veux garder la santé. Je veux toujours rester en forme. Déjà d'une, il y a ça qui me booste. Puis après, il y a deux choses encore qui me boostent énormément. C'est d'avoir eu la chance autour de toute une équipe créer un club, mon club, un club qui a été créé autour de moi. Et voilà, et ce club, c'est pas rien. Et après, derrière, apporter mon soutien sur le plan entraînement, sur le plan savoir, la gestion des courses, aller vers le haut niveau, voilà, tout ça. Et puis, j'ai créé dans ce club-là un truc qui était toujours, c'était mon rêve et qui m'a toujours passionné, c'est la jeunesse. C'est une académie que j'ai donné le nom Sermonti, Académie Sermonti. Et aujourd'hui, j'ai 80 gamins âgés de 6 ans à 18 ans, des éveils jusqu'à junior, et c'est extraordinaire. Et je vis vraiment ma passion à travers ça. Et après, ce qui me booste encore plus à rester un truc, c'est Adidas. Depuis 26 ans, je suis chez Adidas. C'est des gens qui m'ont toujours fait confiance, qui sont extraordinaires. Contrairement à ce qu'on croit, on croit que la marque, c'est une marque, c'est vrai, internationale, qui est renommée. On se dit ça, mais c'est une marque qui est très humaine. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils m'ont toujours fait confiance, et pourtant j'ai pris de l'âge, et qui sont toujours derrière moi, et qui croient toujours en moi, et qui m'encouragent toujours, et qui sont toujours fiers que je sois un grand ambassadeur, et que je montre un bel exemple. Et voilà, qui sont toujours derrière. Puis quand vous avez tout ça, plus le département, qui me donne toujours des missions d'ambassadeur vers la jeunesse, tout ça, quand vous êtes entouré de toutes ces personnes-là, et toutes ces structures, pourquoi arrêter? Et puis tant que je remercie Dieu, j'ai la santé, je peux encore courir, me faire plaisir, je lâcherai rien. Et puis si ça peut encourager toute cette jeunesse et montrer des exemples, je continuerai. Et comment s'est déroulée cette rencontre, Momo, avec la marque Adidas? Ils sont venus te chercher, c'est par le biais de Dominique Chevelier dont tu parlais tout à l'heure. Comment s'est fait cette rencontre et qu'est-ce qu'ils t'apportent? Tu disais aujourd'hui ils sont derrière moi. Quel est le soutien? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce qu'il y a derrière peut-être des portes qui s'ouvrent à toi sur certaines compétitions ou qui se sont ouvertes au fur et à mesure des années avec lesquelles tu as pu évoluer pendant 25 ans? Tout simplement, c'était quelqu'un qui était responsable du sport marketing chez Adidas, c'est Michel Louette. Michel Louette. Au début, c'était Jazzy, c'est les deux qui m'ont Et par le biais de Dominique, parce que Dominique était chez eux. Et quand j'étais on était à l'ESA 72, Dominique était chez eux. Et puis à force de qui voyait que j'étais son élève et que
Et puis, ils observaient mes performances. Puis Dominique était toujours fier de dire, regardez mon élève. Et puis, suite à ça, Michel Louette m'a repéré quand j'ai fait le déclic. Ça a été quand j'ai fait les 20 km de Paris. J'étais espoir. Et je mets 1 heure sur le 20 km de Paris et je fais troisième la course avec des Kenyans. Et là, j'étais premier français, premier européen. Et là, il est venu me chercher, Michel Louette, en marketing. Et puis là, il m'a dit, t'as pas de marque? J'ai dit non. Puis je me souviendrai toujours. La première fois que j'avais vu ça, il a ouvert le camion, le coffre des camions. Il a ouvert les portes. Puis il m'a dit voilà, écoute, c'est quoi tes tailles? Puis là, il m'a rempli un sac alors, j'avais 2 sacs Adidas. Et il m'a donné ça. Et puis il m'a mis un contrat dedans. Et je me souviens toujours, quand je suis arrivé à ma mère, à mon père, je me souviens, c'est une anecdote qui est marrante, mais bon, je suis arrivé, les 2 sacs, je les ai mis dans le couloir, et mon père est arrivé, puis il m'a hurlé dessus, c'est quoi ça et tout, il avait peur que j'avais fait des bêtises ou des choses comme ça. Lui, il savait pas qu'on pouvait donner des vêtements comme ça, sans les acheter, sans ça, il connaissait pas cette façon de faire, cet échange. Et lui, il croyait que voilà, j'avais fait une bêtise, j'avais braqué ou volé ou tout ce que on peut comprendre. Et il n'avait pas compris. Et quand après je lui ai sorti le contrat, tout, il râlait, il sorti le contrat, je lui ai expliqué, c'est là qu'il a apaisé. Et c'est vrai, même moi, j'étais surpris quoi, qu'on pouvait me donner autant de fringues comme ça, simplement par un geste, et puis voilà. C'est comme ça que le déclic s'est fait. Et après, moi, j'ai gardé un lien. Après, cette personne m'a dit voilà, moi, je crois en toi. Si tu m'apportes, voilà, il faut des résultats, ton comportement, l'image, tu mets la marque en avant et tu lui apportes tout ça. Et ben, on va travailler longtemps ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là il m'a expliqué comment la marque fonctionnait, ce qu'elle attend des athlètes. Et puis moi, bah, j'étais au-delà de ce que beaucoup d'athlètes attendent. C'est, ils prennent un contrat, la marque, ils ont des équipementiers, ils sont équipés, c'est-à-dire qu'ils manquent de rien. On leur apporte tout le matériel nécessaire pour qu'ils puissent faire du niveau. Mais derrière, souvent, ils renvoient pas l'ascenseur sur des échanges, sur vraiment aller vers la marque et puis montrer la marque et puis aussi communiquer sur la marque. Moi, je le faisais. Comme j'étais un passionné, j'étais vers ça. J'ai commencé à m'intéresser à la technique des chaussures, tout le concept, la technique du textile. Pourquoi cette matière? Pourquoi c'est respirant? Pourquoi il est léger? Pourquoi voilà? Toutes ces choses-là. J'ai commencé après à aller vers le staff Adidas, les responsables, en disant voilà, je voudrais me former, je voudrais connaître un peu. Puis ils ont commencé à me dire bah tiens, tu vas passer des formations. C'est comme ça que j'ai évolué. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre Adidas et toute leur façon de faire et la communication qu'ils mettent derrière et comment ils fabriquaient, comment ils évoluent. Et là, on se rend compte que Adidas, ils ont beaucoup d'avance sur la fabrication, toute la technologie de la chaussure. Ça fait des années qu'ils investissent beaucoup sur la technologie de la chaussure pour la faire évoluer, pour lui apporter tout le concept pour que un coureur ou un runner puisse être confortable et trouver vraiment être bien chaussé quoi. Alors Momo, entre tes débuts et aujourd'hui, quelles seraient finalement les différences et les évolutions que ton sport, la course à pied, a pu connaître? De ton regard de sportif, d'athlète international, qu'est-ce qui a vraiment changé dans le monde de la course à pied? Ce qui a changé, c'est que ça manque les valeurs humaines. On est beaucoup plus maintenant dans un contexte, si je puis dire, peut-être que je vais être dur, mercenaire, business, voilà. Il y a plus ce côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends qu'on fasse du business, qu'on a besoin de gagner, un peu comme le foot et tout. Mais ce que je veux, moi aujourd'hui, le sport, et ce que je souhaite, c'est que ça soit partagé. Faut qu'il y ait des deux. Faut pas qu'il y ait que cet esprit toujours de vouloir gagner et derrière pas donner une image ou aller justement comprendre c'est quoi la course à pied, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme valeur, qu'est-ce qu'elle peut. Parce qu'aujourd'hui, après, qu'est-ce qui se passe? On donne une mauvaise image aux enfants et à cette jeunesse. La jeunesse, faut qu'elle comprenne que voilà, il y a deux faces. C'est que tu peux faire du niveau, mais en restant toujours toi-même et en gardant les pieds sur terre. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prennent la grosse tête, c'est parce qu'on les encourage à aller plus dans ce côté mercenaire, toujours vouloir dominer, vouloir être au-dessus des autres. Et voilà, c'est ça qui aujourd'hui, voilà, je reproche. C'était que dans les débuts, si on regarde avant 2000, le sport, il avait quand même plus de ferveur et valeur. Maintenant, c'est un peu partagé. La preuve, on a plus de dopage.
Il y en avait un petit peu avant aussi, il fallait pas se voiler la face. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus confronté au dopage. Ça pousse les gens, et surtout les réseaux sociaux aujourd'hui, ça pousse plus les gens qui n'existaient pas à travers le sport, s'ils peuvent émerger, exister, puis devenir quelqu'un, ben et ça le pousse jusqu'à la tricherie, même à faire des choses, voilà, qui ne sont pas saines, quoi. Alors c'est vrai qu'à la loyale, c'est quand même bien mieux de se confronter à des athlètes que d'apprendre, notamment pour des personnes qui ont participé à des championnats d'Europe, à des championnats du monde, que celui qui a fini juste devant eux était dopé. Enfin, j'ai vu un post de Jimmy Gressier il n'y a pas tellement longtemps. Un des athlètes avait fini devant lui. Cette personne-là a été disqualifiée pour dopage. Au final, ce qu'on retient, c'est que Jimmy Gressier n'a peut-être pas pu avoir le titre ou la place qu'il aurait voulu. Ça devient gênant, mais tu trouves, toi, que de ton côté, il y a de plus en plus de mercenaires, comme tu le disais, de personnes qui peuvent franchir le pas pour briller? Ben oui, parce que le système le veut, puis les managers aussi. Il y a des bons managers, mais il y a des mauvais managers aussi. Il y a des mauvais managers qui amènent, c'est tout l'entourage, toute cette structure de management, ce business qui se met en place et tout ça, ben, c'est malsain. Et souvent, ben, la faiblesse des athlètes, eux, ils suivent, ils rentrent dans le moule et puis voilà. Puis si l'athlète il veut gagner ça, il y a deux phases aujourd'hui. Les athlètes aujourd'hui, le sportif veut moins se faire mal, mais par contre veut briller et veut les choses faciles. Ben voilà, il y a deux phénomènes. Il y a les gens qui t'entourent, qui vont t'encadrer, qui peuvent être malsains, et puis il y a l'athlète qui veut les choses faciles, mais qui veut pas trop s'investir, aller sacrifier, et ça voilà, il préfère voilà que les choses arrivent facilement. Voilà, et tout ça engendre après ce côté malsain. On pousse le dopage, on pousse tout ça. De ton profil de coureur, Momo, tu te définirais comment? Est-ce que tu es un dur au mal, quelqu'un qui à l'entraînement va vraiment tout donner, ou tu en gardes quand même un peu sous la semelle? Comment tu pourrais te définir si on devait faire ton profil de coureur à pied? Je dirais dur au mal. Et j'ai cette réputation, tout le monde me connaît. La preuve, je vais te la donner, c'est que aujourd'hui, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, je n'ai plus rien à prouver. J'ai fait 19 sélections en équipe de France. J'ai été international pendant plus de 26 ans. J'ai gagné des courses à l'étranger. J'ai prouvé des choses. C'était de battre les Kenyans, c'était mon rêve. J'ai réussi à les battre. J'ai fait des choses, voilà, qui étaient, même moi, des fois, je me suis surpris en m'investissant. Je me suis entraîné dur. Des fois, je m'entraînais dur. Je revenais, j'étais vraiment fatigué. J'avais du mal à retrouver, à récupérer vite. C'est normal, c'est humain. Et voilà, je me donnais. Et aujourd'hui, pourquoi je dure au mal, c'est que comme j'ai plus rien à prouver, aujourd'hui, je m'engage dans une compétition, au lieu de la faire pour le plaisir et puis voilà, et puis être là dans la course pour faire plaisir à l'organisateur quand il est content de me voir, ça, c'est à la fois il gagne en image, moi aussi, puis ça, on parle toujours de moi. Mais une fois que j'ai un dossard, j'ai envie de retrouver ce côté compétitif, comme quand j'étais avant international, comme quand je faisais du haut niveau. Et c'est ça qui est bizarre. J'arrive pas Et des fois, à chaque fois, je me le dis avant la course, je me dis, allez, cette fois-ci, je me fais plaisir, je me prends pas la tête. Il faut pas que je me mette minable. Et à chaque fois, je me rentre dedans. Puis quand je reviens, je suis fatigué, j'ai du mal à récupérer. Puis quand vous retournez au travail, pendant 3 jours, c'est dur. Voilà. C'est vrai, je suis dur au mal. Et même à 50 ans, je le fais encore. Même à l'entraînement, je me fais mal quand je veux aller secouer les jeunes mes élèves là, avec qui j'entraîne et que j'encadre et qui s'entraînent avec moi. Je vais toujours leur faire mal, quoi, parce que ils me provoquent et puis voilà, je rentre dans le jeu. Alors que je pourrais être plus intelligent que ça, me dire, laisse tomber, t'as rien à prouver. Mais il y a toujours ce côté adrénaline j'arrive pas à m'enlever de la tête. Est-ce que c'est ce côté dur au mal qui t'a valu le surnom du renard? D'où est-ce qu'il vient ce petit surnom? Ce surnom, il vient parce que j'étais tacticien. Voilà, j'avais cette réputation en France, en Europe, dans le monde. Les Kenyans, les Marocains, les Sam connaissaient cette réputation. C'est-à-dire que moi, j'avais une réputation. Fallait jamais rester avec moi les derniers kilomètres ou 500 derniers mètres. J'étais capable de faire un finish monstrueux et sortir la personne, même si elle était forte. Si j'avais des ressources, si j'avais encore des ressources, la personne, c'est fini. Elle était battue. Et j'avais ce côté où je laissais faire les courses très tactiques, j'observais. C'est-à-dire qu'une course, moi, j'étais pas quelqu'un qui était stressé, qui m'emballait, qui perdait moyen. C'est que j'observais. Et ce côté renard, je l'avais déjà avant dans le passé,
Mais comment il a été révélé, c'est quand j'ai gagné les interrégionaux à Brest. C'était des interrégionaux, si on se souvient bien, l'interrégion Pays de Loire, Normandie et puis Bretagne, c'était l'interrégion la plus forte en France. Et moi, j'ai gagné devant des mecs très très forts, comme Michael Thomas, Le Tellier et d'autres, des Bretons et des Normands, qui étaient toujours en équipe de France. Et ce jour-là, je gagne devant tout le monde. Je les sors et en faisant quoi? Simplement une gestion de course tactique. C'est-à-dire que le parcours, il était très difficile. On avait une espèce de bosse là, une côte qui faisait presque 17% et qui était sur à peu près 400 mètres et un cross difficile parce qu'il était autour du la mer là, juste au bord de la mer et des conditions boue, flaque d'eau, tout ça. Et moi, tout ce que j'ai fait toute la course, c'était observer. Et j'ai pas mené une fois la course. Tout ce que j'ai fait, c'est rester toujours 5 6e et attendre les 2 derniers kilomètres pour commencer à mettre le nez à la fenêtre et je les ai sortis en faisant quoi? Je les ai attaqués à la côte puisque les 2 derniers kilomètres étaient au niveau de la côte. Tu faisais la côte, tu franchissais la côte et puis tu restais encore plus de 1500 mètres et là t'arrivais. Tu faisais une descente et après t'arrivais une ligne droite de 500 mètres. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai attaqués en bas de la côte. J'ai mis un changement et pendant presque 1500 mètres, je suis resté à bloc comme ça jusqu'à l'arrivée pour les sortir. Alors que j'ai pas mis le nez à la fenêtre une fois. Et c'est là où l'article sur l'Ouest de France, c'était marqué Mohamed Sarbouti, le renard a dominé les Bretons et les Normands. C'était marqué ça. Et ça t'a suivi. Depuis, le surnom est resté. Voilà. Et le surnom est resté. Et déjà, à l'étranger, on m'appelait comme ça. On me disait, mais c'était une petite phrase. Mais après, là, quand c'était sur le journal, après, tout le monde, et puis, après, ça m'a donné des inconvénients parce qu'après, les gens se méfiaient plus. Les adversaires se méfiaient plus. Ils étaient plus à m'observer. Qu'est-ce que j'allais mettre comme tactique de course ce jour-là? Sur un 10 km, sur un cross, sur un semi. Et là, après, fallait que je change un peu ma façon de faire. Ouais, j'étais très, très mathématique, moi, après dans les courses. Départ à la fin, fallait tout le temps que je mette une tactique. Bon, fallait que je calcule, je fasse des maths, façon de parler. Donc tes allures étaient calibrées, tu savais déjà sur telle course à telle allure, tu allais passer au premier, deuxième, troisième kilomètre avec un finish de folie. Donc ça, c'était Momo, le planificateur, avant même que la course ne soit débutée. Bah oui, c'est ça. Et la preuve, Dominique Chevalier, souvent, quand il faisait des interviews sur moi ou quand il échangeait, quand il prenait un micro, il disait toujours que ce qu'il aimait chez moi, c'était l'intelligence de course. Voilà. Il m'avait donné ce surnom. Pour des auditeurs qui viendraient justement à prendre part à des courses sur cette année 2023, que ce soit des 10 km, semi-marathon, alors sans parler de tactique pour finir premier de la course, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour bien gérer sa course de façon tactique, entre guillemets? Bah déjà, d'une part, c'est qu'ils essaient quand même de préparer cette course, pas arriver comme ça aveuglément et dire voilà, j'ai couru une fois par semaine, ça. C'est quand même toujours faire le minimum. Et puis, ouais, on côté essayer de préparer. Si la personne, on sait très bien que 80% des gens aujourd'hui, les runners, travaillent, le temps, c'est difficile de le trouver. Bah, si qu'ils arrivent à faire 2 fois par semaine, même 3 fois, s'ils peuvent pousser à 3 fois, faire un footing, une petite séance de fractionné, un peu de renforcement, mais au moins préparer cette course. Et après, le conseil que je leur donne, que ce soit sur un 10 km à semi, c'est des gens plus par passion, par plaisir, c'est jamais de se prendre la tête, à essayer de regarder son chronomètre. C'est-à-dire qu'ils prennent le départ, ils enclenchent le chrono, ils prennent le départ, et là, ils cherchent à écouter leurs sensations, leur foulée, leur respiration, se faire plaisir, et trouver un rythme de croisière où ils se sentent bien, à l'aise et facile. Et là, ils vont le but c'est de finir. Finir sans se prendre la tête. Et quand ils arrivent, ben là, ils arrêtent leur chrono. Et là, ils regardent le chrono. Mais au début, de A à Z, ils ne regardaient pas le chrono. Ne pas s'occuper du chrono. Plutôt partir avec un esprit très libre. Pas de stress. Parce que le chronomètre va amener le stress, va commencer à jouer sur des passages au kilo, tu vas être moins bien, tu vas avoir le chrono qui va prendre quelques secondes, qui va réduire des secondes. Et souvent, vous allez jouer au yo-yo, et le problème, c'est qu'après un moment, qu'est-ce que ça engendre? Ben, soit on va beaucoup stresser, soit on va perdre les moyens, soit on va s'énerver, et là, ça va engendrer sur la performance. Et et puis vous risquerez de pas finir votre course ou mal finir ou être très déçu après. Voilà, tout simplement.
les conseils que je peux donner. Alors ça, c'est Momo, l'entraîneur. Donc tu le disais tout à l'heure, tu as monté un club. Comment tu as cheminé? Il y a cette envie de transmettre. Ça, tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est quelque chose d'important pour toi d'accompagner la jeunesse vers cette pratique du sport. Mais tu aurais très bien pu, dans ton rôle au niveau du département de la Sarthe, rester comme éducateur. Pourquoi avoir voulu cheminer jusqu'à la création de ton club et de distiller finalement tes conseils et ton expérience du haut niveau? Tout simplement, c'est que j'ai une équipe autour de moi, tout un bureau. J'ai Damien Veillant, qui est lui journaliste, Mail Libre Ouest France, dans la communication, qui est passionné aussi de la course et qui m'a dit qui était aussi intéressé à faire une création, un projet, une association, un club. Et voilà, puis Vinciane Cusso aussi. Et avec ce groupe-là, plus le bureau, Jérôme Lausanne, Mickaël Tisserandé, tous ces gens-là, il fallait trouver. On était tous passionnés et on voulait créer quelque chose autour de moi. Et c'est comme ça que la passion s'est faite. Et moi, ça a toujours été mon rêve d'apporter. Pourquoi je suis un passionné du sport, c'était d'avoir quelque chose à la fois qui m'appartenait, à la fois où je pouvais avoir ma liberté de transmettre et d'amener ma passion et puis d'amener aussi mon profil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce club-là, si on regarde bien, il a le logo du renard, il a le nom, il est autour de moi. Et si on regarde bien, il est structuré de la façon sur mon profil, sur mon image, tout ça. Et c'est ce qui fait que je voulais quelque chose, un club original, je voulais l'originalité, parce que aussi, ce qui a fait cette motivation, c'est que aujourd'hui, on regarde, comme je le disais tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, c'est que le sport est en train de prendre une ampleur pas toujours dans le bon sens. Et pour rester dans les valeurs et garder cette image à la fois du plaisir, la jeunesse, la solidarité, tout ça, il fallait créer sa propre association pour justement apporter toute cette originalité. C'est ce qui n'est pas le cas de tous les clubs. Alors, qu'est-ce que tu proposes justement aux jeunes ou aux moins jeunes qui viennent te rejoindre? C'est toi qui encadres les entraînements ou tu as, comme tu l'as dit, une équipe autour de toi qui permet justement aux gens de pratiquer leur sport et de progresser? Parce que c'est le but aussi, quand on rentre dans un club, c'est qu'il y a une envie de progresser. Autant on va apprendre donc le football par exemple ou la natation, il y a des bases techniques, mais pour courir, bien souvent, on le fait alors de façon empirique en mettant ses chaussures et en partant courir. Là, est-ce que tu as une pédagogie, celle qui est la tienne et qui t'a permis de progresser et d'atteindre le plus haut niveau? Oui, la technique c'est simplement, et puis la technologie c'est simple, c'est j'encadre, j'entraîne, c'est vrai, mais je ne peux pas le faire tout seul. Alors je suis épaulé par d'autres entraîneurs qui sont diplômés et que j'ai été chercher parce qu'ils ont un savoir-faire aussi. Et voilà, et pour réussir une structure, il faut être à plusieurs et puis il faut travailler en équipe. Et voilà, il faut se partager les tâches. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment de la qualité et qu'on amène l'efficacité et qu'on fait progresser les gens. C'est la meilleure des choses. Moi, je peux pas tout faire tout seul, c'est impossible. Alors il faut il faut s'entourer, il faut apporter toute une équipe, toute une structure et travailler la main dans la main de façon à avancer. C'est ce que j'ai fait. Quels sont les profils des coureurs qui rejoignent donc c'est le club d'Inaya Athlétisme. On reviendra sur le nom après parce que je voudrais que tu m'expliques pourquoi vous l'avez appelé ainsi. Mais qui sont les personnes qui viennent à vous? Ce sont des gens qui découvrent la course à pied, des jeunes pour qui c'est l'activité principale et le fait de se mettre en mouvement. On sait que pour un public d'enfants, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. On voit des études qui montrent que la sédentarité fait d'énormes dégâts. Donc, si on peut les encadrer et de la meilleure des façons en club, je pense que c'est mieux. Et est-ce que vous avez des personnes à potentiel, à performance qui vont vous rejoindre pour être encadrés par toi, Momo? Oui, il y a des gens, alors c'est simple, les gens qui viennent, les profils qui viennent, c'est beaucoup de loisirs. Ils viennent pourquoi? Parce qu'il y a la convivialité. Ils veulent progresser parce qu'ils voient qu'il y a une qualité d'encadrement qui est là. Et puis ils connaissent un peu la réputation. Ils veulent des choses humaines. Ils veulent pas se prendre la tête. Alors ça, je sais faire. C'est ce qui fait que je suis fédérateur dans ce côté-là. Savoir accueillir, savoir booster les gens, les épauler. Et puis toujours avec le sourire, l'humour, ça je sais faire.
Et c'est ce qu'ils recherchent. C'est voilà, faut les comprendre. C'est des gens qui 80% travaillent, vie de famille. Quand ils veulent sortir d'une journée de stress de travail ou de chez eux, c'est voilà retrouver un bien-être. Et c'est chez nous qu'ils vont le trouver par cet encadrement que j'ai mis en place, toute cette équipe. Et puis la jeunesse, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils voulaient un champion. C'est pour ça que quand j'ai donné le nom de l'académie, c'est ce qui ressort des retours des parents. Pourquoi vous amenez votre fils? Encadré par un champion. Ils sont avec Mohamed Sermouti et ils sont dans le club. Voilà, c'est ça qui ressort. Et puis après, j'ai effectivement des jeunes cadets, juniors, des espoirs qui viennent eux parce qu'ils veulent vraiment commencer à aller vers le haut niveau. Ils savent que j'ai cette expérience et que je peux leur apporter ce plus. Et puis on a la chance d'avoir Sandra Bevière qui nous a rejoint parce qu'elle elle estimait que ce club pouvait lui relancer sa carrière et pourquoi pas l'emmener vers le haut niveau parce que voilà, il y a des avantages que moi je connais toutes les organisations en France, je peux lui apporter ça, je peux l'épauler là-dessus, je peux voilà. Il y a tous ces choses-là, ces avantages. Moi j'ai un nom, ok, mais j'ai aussi un carnet d'adresse qui peut aussi apporter à ses athlètes. Je suis bien avec la Fédé, la Ligue, je peux leur apporter, de les épauler sur plein de choses administratives, sur des courses, sur même des partenaires, voilà. C'est l'avantage. C'est ça qui fait aussi cette force de ce club. Alors, comme on avait échangé Momo au téléphone, mais là, on va le révéler aux auditeurs. Ce que je t'avais dit, c'est que tu aurais très bien pu tourner la page en ayant fini ta carrière internationale avec des hautes performances et dire, bon, maintenant, je rentre dans le rang et je ne vais pas plus loin. Tu as eu cette volonté de transmettre et là, c'est le passionné qui parle. Il y a vraiment cette dynamique qui t'anime de vouloir toujours aller de l'avant et faire découvrir et profiter de tes nombreux conseils et de ton expérience. Absolument. Et comme je le dis, je le répète, si j'avais pas les élus, le département, mon chef qui est Nicolas Glinch, qui est directeur de la maison des sports départementale, qui m'encourage à continuer, Adidas qui me soutient toujours, qui m'encourage, Baume du Tigre qui m'encourage, tous ces partenaires et toute cette équipe qui est aujourd'hui qui m'épaule, qui m'entoure et ce club qui a été créé autour de moi. C'est tout ça qui fait que la motivation elle est là. Pourquoi voilà, c'est pour ça que voilà, je pouvais que continuer. Je pouvais que aller vers l'avant. À partir du moment où tu es épaulé de cette façon et tu as tout un entourage qui veut que voilà, que tu leur amènes ce petit plus, ce conseil, cette expérience, ce partage, transmettre. Et c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aller de l'avant et continuer. Et j'ai pas voulu, comme tu as dit, prendre ma retraite et dire voilà, j'ai fait un beau parcours, un beau palmarès, j'ai pas à rougir et ça s'arrête là. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait finalement stopper tout ça? Une blessure, est-ce que tu as connu d'ailleurs pendant ta carrière la blessure ou un coup de moins bien? Parce qu'on sent derrière tes propos, quand on échange avec toi, c'est toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Il y a toujours du positif. Est-ce qu'à un moment donné, tu as connu une traversée du désert? Ouais, j'ai connu une traversée des airs, le décès de mon père, là où j'étais entre deux, où j'ai arrêté, où je continuais, en 2009. J'étais fort avant, encore jusqu'à 2007. Et quand il y a eu le décès de mon père, c'était compliqué. J'ai perdu les moyens, j'arrivais plus à me refaire, et puis surtout, voilà, j'étais plus faible dans la tête, compliqué. Après, si je puis dire, l'autre aspect récemment, en 2017-2018, c'est le divorce aussi qui a été mal, qui m'a fait mal. Et voilà, j'ai divorcé, et toujours en procédure de divorce. Voilà, il y a ça. Et puis après, les blessures, franchement, j'en remercie Dieu. J'ai pas une grosse blessure. Moi, les blessures que j'ai connues, c'est quoi? Tendineux, d'Achille, voilà, que passagère, qui a été, mais qui est arrivée, mais qui est partie aussitôt, en torse. J'ai fait 2 ans en torse, mais qui m'a pas pénalisé. Et puis, que j'étais bloqué pendant peut-être 15 jours, ces têtes de perronnet déplacées, enflammées, voilà, parce que j'ai fait l'imbécile au lieu de, quand j'ai vu que c'était décalé, que ça jouait, au lieu d'aller vers un ostéo, j'ai voulu faire le dur, puis oui, je reculais, puis je laissais traîner, voilà, ça engendrait. Mais c'est tout. Les seuls passages que j'ai eu, c'est ça. Après, tout le reste, voilà. C'est le sourire, je l'ai. Puis moi, je suis quelqu'un qui est, comme je le dis, je le répète,
je suis croyant pratiquant, c'est que on n'est que de passage sur Terre et il peut t'arriver tout ce que tu veux tant que tu as la santé, que tu te lèves le matin. Et quand tu as eu un parcours comme le mien où tu arrives dans un pays, d'un village où tu étais né, qui était pauvre, tu n'avais ni électricité, ni eau, tout ça, et quand tu viens ici, que tu as des bonnes conditions, tu peux pas te plaindre ou pleurer ou voilà. C'est tout ce que tu as à faire, c'est te satisfaire de ce que tu as et profiter et avancer. C'est voilà comment je vois les choses. Moi, ma vie, elle est comme ça, elle est basée comme ça. Alors, tu le disais, hein, la santé, c'est quelque chose d'important. Ton club d'athlétisme porte le nom d'Inaya. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que représente Inaya, qui se cache derrière ce nom? Bah, c'est une petite fille qui est amputée des deux jambes et voilà, qui est extraordinaire, qui est riche, qui te donne des étincelles et puis qui te fait briller les yeux quand tu la vois, quand tu échanges avec elle. Et puis, elle est fan de moi, quoi. Elle est fan de Momo Sarbouti. Elle est extraordinaire, cette fille. Et puis, voilà, c'est ce qu'on a voulu faire avec toute l'équipe du bureau. C'était de lui faire hommage et puis lui faire un cadeau, c'était lui donner lui donner le nom de son nom, lui donner au club. C'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Inaya Athlétisme, parce qu'il porte son prénom et le club porte son prénom. Simplement pour l'encourager. Et puis à travers, c'était pas le tout, c'était lui donner son prénom, le donner au club, mais derrière, à travers ça, faire une démarche solidaire, c'était d'aller financer des lames, des lames en carbone qui valent 2 500 €. C'était à travers tous les partenaires. Chaque partenaire devait donner des lames et puis faire des actions auprès des partenaires, auprès de courses gagnées. C'était à chaque fois de verser une somme, voilà, pour que ces jeunes-là, plein de jeunes qui sont comme elle, puissent aujourd'hui courir avec des lames de carbone, puissent faire des pratiques sportives et être mobiles et tout. Voilà. Et aujourd'hui, on a réussi à financer à peu près 20 lames. Donc, toujours dans l'accompagnement de ces jeunes, ça doit être une fierté pour toi de voir ces projets aboutir par, certes, ton aura, tu l'as dit, je suis quelqu'un qui dispose d'un carnet d'adresses, mais derrière, il y a de l'humain. Il y a ces projets, ces jeunes handicapés qui peuvent de nouveau pratiquer donc un sport qu'ils pratiquaient peut-être auparavant, avant un drame de la vie. Comment tu le perçois, toi? Bah, comment je le perçois, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, voilà, ils peuvent vivre si on leur apporte une structure humaine, chaleur, les épauler, leur apporter un confort, voilà, à travers ça. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut relativiser. Je dis pas que c'est facile, c'est vrai. Quand on le dit, sortir une phrase ou donner un petit message, c'est toujours facile à dire. Mais il faut que les gens après, comment ils le perçoivent. Il faut que les gens, voilà, ils ouvrent les yeux. C'est qu'aujourd'hui, quand on va mourir, on va rien emmener avec nous. Ni villa, ni Mercedes, ni tout le matériel qu'on a, tout ce qu'on a. Voilà, c'est secondaire. Il faut regarder ça comme ça et se dire, faut profiter de toute cette richesse humaine qu'on a. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans des crises, que ça soit les guerres, que ça soit financier, que ça soit économique, qui vont nous emmener malheureusement peut-être vers des mentalités plus égoïstes, moins de partage, moins d'esprit de famille. Et justement, il faut pas se laisser embarquer dans ce côté malsain. Il vaut plutôt rester pied sur terre et garder ses valeurs, richesse familiale, et puis ces valeurs, tu vois, toujours naturelles et puis humaines. Et puis surtout voir les choses, comme on dit, plus sérieuses qu'un peu le superficiel ou des choses comme ça, quoi. Faut regarder la réalité en face. Les choses réelles, c'est les plus importantes. Faut ouvrir les yeux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, faut toujours essayer de épauler les gens quand ils en ont besoin, quand on peut faire des choses, des gestes. Faut pas profiter un peu, faut pas toujours chercher, toujours à dire, faut qu'on gagne, on cherche toujours les moyens, toujours ça. Faut essayer de regarder un peu ce qu'il y a autour et toujours relativiser. Moi, je relativise. La chance que j'ai, c'est que moi, j'ai ma santé. Je suis pas à la position là. Et voilà. Il faut toujours regarder et dire, t'as cette chance-là, profites-en et essaye de faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, que toujours vouloir écraser les autres ou aller au-dessus des autres, ou être égoïste.
Bah ça, de toute façon, Momo, je l'ai vu en toi quand on s'est croisé du côté de Noirmoutier. Tu es quelqu'un qui fédère, qui n'est absolument pas dans l'égocentrisme comme peuvent l'être peut-être certains champions. Hein, j'en côtoie pas non plus tous les jours. Que ce soit des athlètes de haut niveau qui étaient autour de toi ou des anonymes comme je peux l'être, tu as toujours voilà un petit temps, un petit mot, un petit geste pour chacun. Alors ça doit te pomper de l'énergie. Je pense que tu sors de ces courses et de ces manifestations relativement peut-être fatigué, épuisé, mais toujours avec cette petite attention pour les personnes que tu croises et je tenais à te remercier pour cela déjà. Bah, c'est simple, je dis pas que c'est facile, hein. Comme je dis, j'ai pas une vie facile, hein. Moi aussi, j'ai mes problèmes personnels et tout. Mais aujourd'hui, moi, les problèmes personnels, j'essaie de les mettre de côté, comme on dit, façon de parler, de les mettre dans ma poche. Et voilà, et puis d'avancer, puis de me battre, hein. Je me bats pour les problèmes personnels. Mais derrière, aujourd'hui, je me satisfais, je regarde autour de moi, j'ouvre les yeux, je me dis, voilà, il y a tout ce qui le club m'apporte, tous ces gens, l'échange que j'ai avec eux, tout ça, le travail, les gens comme toi aussi qui voilà qui échangent et tout, qui fait toute cette richesse là, bah je l'utilise, c'est ce qui me permet d'être positif et de rester toujours avant et toujours d'avoir cette banane et puis toujours de transmettre. Puis il faut pas oublier une chose, on est sur terre aussi, si on veut gagner en action, il faut aussi donner pour recevoir. Et voilà, c'est tout simple, il y a pas à tétiller. La réalité, elle est là. Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu es mauvais, tu seras mauvais. Et tu auras le retour de manivelle dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, il faut regarder ça. Il y a assez de problèmes autour de nous. Et ben, c'est pas pour ça qu'il faut aller non plus s'en mêler et puis aller faire aussi se mettre aussi dans le nez dans le guidon et puis suivre ces chemins-là qui sont pas utiles aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, faut essayer de faire des choses. C'est comme un exemple, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'intégration, tout. C'est pas parce qu'une personne elle est raciste que moi, voilà, je vais être au contraire. Si elle est raciste, eh ben faut que tu restes toi-même. Il faut que tu lui faire comprendre que tu es humain et que tu as plus de valeur que cette personne. Et voilà, et peut-être que cette personne, si elle est intelligente, elle va changer. Elle va ouvrir les yeux. C'est comme ça qu'il faut se comporter aujourd'hui. Faut essayer d'être plus humain et relativiser. Et c'est pas facile, hein. Je dis pas que je vis des choses tous les jours roses. Au contraire, hein, j'ai des coups de blues aussi. Mais à travers ça, c'est ça qui me donne cette force, qui me permet de voilà. Tant que j'ai la santé et tant que je peux te transmettre et que je suis debout, pourquoi je vais m'écrouler? En ce début d'année 2023, Momo, quelles seront tes échéances pour les semaines et les mois à venir? Est-ce que tu as déjà coché des courses? Est-ce qu'il y a des objectifs que tu souhaites atteindre pour cette nouvelle année? Bah oui, j'ai coché la corrida d'Arnage qui est chez nous. Puis après, il y aura le Cross West France. Après, il y a les départementaux avant, les départementaux, puisque les cross, ça y est, commencent. On va commencer. Je vais essayer de faire une saison de cross et me qualifier aux France, aller jusqu'aux France, à la fois pour moi personnellement, puis à la fois aussi pour épauler tous mes élèves et tout mon club aussi, pour que je puisse voilà les encourager, les stimuler, puis être locomotive pour que on puisse amener des équipes d'une part. Puis après, bah oui, j'ai toujours toute l'année les courses, hein, que ça soit le cross, les courses sur route, l'été un peu de piste. Et puis aussi, j'ai un événement qui va arriver, c'est toujours le marathon de Paris où moi je suis là-bas consultant ambassadeur au marathon du village de marathon là qui se trouve 3 jours avant, qui démarre le jeudi, qui voilà où il y a toute l'organisation, tous les organisateurs, il y a tous les marques, il y a tout ça. Où moi je vais être là-bas avec Baume du Tir et Adidas, où je vais apporter mes conseils, être consultant près des uns parce que souvent les marathoniens ont besoin d'être conseillés, épaulés. Un marathon c'est pas simple, il faut toute une gestion, il faut des conseils, il faut pas faire n'importe quoi parce que même le meilleur du monde, quand il a une faille ou une défaillance ou une faiblesse, il va exploser, il va sauter. Hein. Le fameux mur, il va le connaître aussi. Et voilà ce que je fais, tous ces objectifs-là qui vont arriver sur l'année. Alors moi, j'avais une dernière question, Momo, avant que nous passions à la conclusion de l'épisode. Je voulais te demander, pour toi, un instant à côté de tes pompes, ce serait quoi? En dehors de tout sport, hein. C'est de me poser chez moi et de me poser et puis voilà, soit
regarder quelque chose à la télé, soit ça peut être un film, ça peut être autre chose, et voilà. C'est-à-dire changer un peu du quotidien, du sport, de tout ça, c'est de me poser. C'est voilà, psychologiquement, puis de penser que des bonnes choses, et puis voilà. C'est ça que j'aime faire. C'est cette passion, ou alors bricoler chez moi, voilà. C'est un passe-temps. Pour les personnes, les auditeurs qui souhaiteraient entrer en contact avec toi, qui sont peut-être du côté de la Sarthe et qui veulent rejoindre ton académie, comment on peut faire? Comment on peut te trouver sur les réseaux? Les réseaux, ils vont soit sur le site, soit sur Facebook ou Instagram, ou le site du club, Inaya Athlétisme, le forum. Voilà, pour me contacter ou avoir un lien avec moi. Voilà, il y a ces trois, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème. J'ai une page Facebook, j'ai Instagram, et ils peuvent aller dessus et m'écrire. Voilà, et puis on peut échanger les coordonnées, tout, s'ils souhaitent des conseils, des choses comme ça. Ou alors, comme je le dis, par le site du club, le forum athlétisme, Inaya Athlétisme. Je remettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Momo, moi je te remercie pour cet échange avec beaucoup de positifs dans tes propos, dans ta voix, et puis pour t'avoir croisé du côté de Noirmoutier, je le rappelle encore une fois, pour celles et ceux qui veulent participer à une course unique au monde. Tu vas pas dire le contraire, Momo. On a pris un petit peu de temps pour discuter sur ce Goa à Noirmoutier, donc je te remercie encore une fois. Je le confirme, c'est une course mythique et qui est hors norme et qui est originale. Par son côté passage du Goa, courir dans l'eau, c'est pas, si on regarde bien en Europe ou en France, c'est la seule. Et c'est pour ça que je suis heureux de faire partie de cette fête. Alors en tant que premier invité de l'année, je te souhaite, Momo, une bonne année. On est encore dans la période des vœux, et puis j'espère te croiser peut-être du côté du Mans, ou si tu viens dans la région d'Orléans pour un petit run en commun. Ça me ferait très très plaisir, et ça serait avec joie. Merci à toi, Momo. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.